Bonjour, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour ce deuxième chapitre de chimie niveau seconde. Donc nous sommes toujours dans la partie du programme description de la matière, où nous étudions la matière du point de vue macroscopique, c'est-à-dire tout ce que l'on voit. Ce chapitre s'intitule donc les solutions aqueuses. Nous allons voir aujourd'hui le cours en trois parties. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la concentration massique d'une solution à travers une formule qu'il faudra connaître par cœur, que vous voyez affichée ici. Puis nous verrons comment préparer correctement des solutions. Donc ce chapitre fait souvent l'objet d'un ou plusieurs travaux pratiques et vous devrez savoir réaliser une dissolution et une dilution. D'ailleurs, pour la dilution, vous aurez une nouvelle formule à retenir aussi. Enfin, nous aurons une troisième partie du cours où nous verrons ce que c'est que l'étalonnage, à quoi ça peut servir et comment tracer une courbe d'étalonnage. Commençons d'abord par une petite définition, vu que notre chapitre s'intitule solution aqueuse. Qu'est-ce que c'est qu'une solution aqueuse? En fait, c'est un mélange à l'aspect liquide qui est constitué de plusieurs espèces, mais principalement d'eau. Donc, petit rappel sur le cours précédent, nous avions vu que lorsque nous sommes en présence d'un mélange liquide, en chimie on appelle ça une solution. Et si cette solution elle peut être obtenue en mélangeant deux espèces liquides, elle peut également être obtenue par la dissolution d'un solide dans un liquide. Et dans ce cas-là, on appelle le solide que l'on dissout le soluté, et le liquide qui a servi à dissoudre ce solide, on l'appelle le solvant. Donc ceci dit, si je prépare deux solutions avec le même solvant, par exemple de l'eau, et avec le même soluté, par exemple du sucre, mes deux solutions, elles ne vont pas nécessairement être identiques. Si je prépare une première solution en mettant une cuillère de sucre dans une fiole jaugée et que je la remplis avec de l'eau, et que je prépare une deuxième solution dans une fiole identique et que cette fois-ci je mets 3 cuillères de sucre avant de remplir la fiole, et bien je vais avoir deux solutions aqueuses différentes. Donc ce qui va changer entre ces deux solutions, c'est la concentration en sucre. On notera dans ce chapitre la concentration grand C. On peut même dire ici que la concentration en sucre de la deuxième solution, elle est plus forte que celle de la première solution. Elle est même 3 fois plus forte. Donc au cours de ce chapitre, nous allons apprendre à calculer la concentration massique de nos différentes solutions. La concentration massique, on peut la noter grand C indice petit m également, et on la trouve en divisant la masse du soluté présente dans la solution par le volume de la solution. Donc la masse étant en grammes et le volume en litres, la concentration en masse, elle a pour unité le gramme par litre. En classe de seconde, on note gramme fois litre moins 1. Donc ici, attention, vous avez remarqué que cette formule de la concentration massique, elle ressemble fortement à la formule de la masse volumique que nous avons vue au chapitre précédent, mais il ne faut pas confondre les deux. Donc au chapitre précédent, lorsque vous calculez les masses volumiques de solution, c'est la masse de toute la solution que vous pesiez et que vous divisez par son volume. Et maintenant, pour la concentration massique, c'est uniquement la masse du soluté que vous allez peser et que vous diviserez par le volume de la solution. Donc voyons tout de suite un petit exemple. Si on utilise 40 g de sucre pour préparer une solution aqueuse de 200 ml, on introduit donc 40 g de sucre dans une fiole, puis on remplit la fiole avec de l'eau jusqu'à ce que la solution atteigne 200 ml. Attention, nous n'avons pas nécessairement mis 200 ml de solvant car le sucre occupait déjà un certain volume. Donc c'est bien notre solution finale qui mesure 200 ml. Et maintenant, si on veut calculer la concentration massique de cette solution que nous avons obtenue, nous allons diviser la masse du soluté qu'on a mis par le volume final de la solution. Et attention, si on veut obtenir une concentration massique en grammes par litre, il faut bien diviser des grammes par des litres. Donc il faut convertir notre volume. 200 ml, ça nous donne 0,2 litres. Et en divisant 40 par 0,2, on obtient une concentration massique de 200 grammes par litre pour notre solution. Donc quel avantage ça va avoir d'exprimer toujours cette concentration massique en grammes par litre? Eh bien, pour comparer la concentration de deux solutions entre elles, il faut obligatoirement qu'elles s'expriment dans la même unité. Par exemple, si on prépare une deuxième solution en faisant la dissolution de 5 kg de sucre dans un grand bac d'eau de 750 décimètres cubes, laquelle des deux solutions sera la plus concentrée? Et si je calcule ma concentration massique en divisant des kilogrammes par des décimètres cubes, donc j'obtiens une concentration massique en kilogrammes par décimètre cube, qu'en classe de seconde on écrit kilogramme fois décimètre moins 3. Donc ceci n'est pas fondamentalement faux,
mais c'est très peu utile pour pouvoir comparer la concentration de nos deux solutions. Il est en fait bien plus intéressant de faire des conversions pour toujours exprimer la concentration massique dans la même unité et pour pouvoir comparer les solutions entre elles. Donc en mettant par exemple toujours la masse en grammes, ici nos 5 kg de sucre, ils représentent finalement 5000 grammes. Et pour le volume, pareil, on va préférer l'exprimer en litres. Donc on fait notre conversion de volume, comme vous l'avez vu en classe de collège, dans un mètre cube, il y a 1000 litres d'eau. Et donc dans un bac de 750 décimètres cubes, ou bien 0,75 mètres cubes, on aura 750 litres d'eau. Alors cette fois-ci, si je divise une masse de soluté de 5000 grammes par un volume de 750 litres, je vais obtenir un résultat pour la concentration massique en grammes par litre. Donc ceci va nous permettre de comparer facilement nos deux concentrations massiques, puisque les deux résultats sont exprimés dans la même unité, et que 200, c'est supérieur à 6,67. Finalement, ma solution 1, préparée dans la fiole, elle est beaucoup plus concentrée en sucre que ma solution 2, préparée dans le bac. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et se demander combien de fois cette solution 1 elle est plus concentrée que la solution 2. Donc pour répondre à ce genre de questions en physique-chimie, nous allons calculer ce qu'on appelle un rapport. Donc c'est comme de se demander combien de fois un sac de 8 kg il est plus lourd qu'un sac de 2 kg. Le sac de 8 kg, vous le savez, il est 4 fois plus lourd que le sac de 2 kg. Mais pour obtenir ce résultat, ce que nous avons fait, nous avons divisé la plus grande valeur, 8, par la plus petite, 2, pour obtenir 4. Le sac de 8 kg est 4 fois plus lourd. Donc pour la concentration massique, on va faire pareil, on va diviser la plus forte concentration massique, à savoir Cm1, par la plus faible, à savoir Cm2, et on va obtenir 29,98 et quelque chose, que l'on va arrondir à 30, 30,0 pour ne garder que 3 chiffres significatifs. Et notre solution 1, finalement, elle est 30 fois plus concentrée que notre solution 2. Nous avons parlé donc de la concentration massique d'une solution que l'on obtient par dissolution. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus en détail à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une dissolution. Par exemple, quand on va dissoudre du sucre dans l'eau. Eh bien, lors d'une dissolution, les particules du solide, elles vont se séparer, devenir très petites et aller se placer entre les particules du solvant. Le soluté, il ne va pas vraiment disparaître, il devient juste invisible à l'œil nu. Donc cependant, si on essaye de dissoudre trop de soluté, les espaces où sont censées s'organiser les petites particules de solide, ils seront tous occupés. Et à partir de ce moment-là, où les espaces sont tous occupés, lorsqu'on va essayer de dissoudre encore du soluté, il va rester sous forme solide et se placer au fond de la solution. On dit à ce moment-là que la concentration maximale de la solution, elle est atteinte. Donc pour chaque soluté possible, il existe ce qu'on appelle une concentration maximale que l'on notera Cm max et au-delà de laquelle le soluté n'est plus capable de se dissoudre dans le solvant. Par exemple, le sucre, il a une concentration maximale de 900 g par litre dans l'eau. Cela veut dire qu'on peut dissoudre au maximum 900 g de sucre dans 1 litre d'eau. C'est beaucoup. On dit que le sucre, il est très soluble dans l'eau. Donc lorsqu'on a une solution aqueuse, donc sucre, eau, dont la concentration en masse de sucre elle est inférieure à 900 g par litre, comme c'est le cas des exemples que nous avons vus avec la fiole ou avec le bac, où on avait des concentrations massiques de 200 g par litre et environ 7 g par litre, et bien dans ce cas-là, le sucre il continue de se dissoudre. C'est-à-dire qu'on a toujours des petites particules de sucre qui vont trouver une place entre les particules d'eau. Par contre, si on a une solution dont la concentration massique dépasse les 900 g par litre, alors on va passer dans le cas où le sucre n'est plus capable de se dissoudre dans l'eau. Et on va obtenir un dépôt de sucre au fond de la solution. Et pour les autres solutés, cela fonctionnera de la même manière, mais avec des valeurs différentes pour la concentration maximale. Par exemple, pour le sel, qui se dissout également assez bien dans l'eau, mais pas autant que le sucre, on pourra atteindre une concentration maximale de 358 g par litre. C'est-à-dire que dans 1 litre d'eau, on peut dissoudre 358 g de sel. Admettons un instant que je dispose d'une poudre blanche qui est soit du sucre, soit du sel, mais que je ne peux pas goûter pour les identifier. Je peux juste faire une expérience chimique pour identifier les poudres, et pour cela je dispose d'une fiole jaugée de 200 ml et d'une balance. Donc l'expérience chimique que nous allons faire, c'est une dissolution. Et si nous avons une fiole de 200 ml, cela veut dire qu'on va forcément préparer une solution de 200 ml.
Mettons tout de suite ce volume en litres pour pouvoir comparer la concentration de notre solution avec les concentrations maximales du sucre et du sel qui nous sont données en grammes par litre. Et intéressons-nous à la masse en grammes de poudre que nous allons devoir dissoudre. Ici, nous allons appliquer une formule avec trois grandeurs, la masse, le volume et la concentration massique. Donc pour trouver une des grandeurs, la masse par exemple, il faut connaître les deux autres. Donc ici, ça va être à nous de choisir une concentration massique pertinente pour l'expérience et ensuite de calculer la masse. Si on choisit une concentration massique de 200 grammes par litre par exemple, que ce soit du sucre ou du sel, toute la poudre, elle va se dissoudre et l'expérience finalement, elle nous aura servi à rien. Et si on choisit une concentration massique de 1000 grammes par litre par exemple, que ce soit du sucre ou du sel, il va forcément rester de la poudre au fond de la solution à la fin de l'expérience, puisque les concentrations maximales, que ce soit du sel ou du sucre, elles auront été dépassées. Nous allons donc choisir une concentration massique intermédiaire. Par exemple, si je prépare une concentration massique de 500 grammes par litre, dans ce cas-là, si c'est du sucre, la totalité de la poudre, elle va se dissoudre. En revanche, si c'est du sel, on aura un dépôt de poudre au fond de la fiole, puisqu'on aura dépassé la concentration massique maximale du sel. Donc partons là-dessus, on souhaite préparer une solution de 0,2 litres qui aurait une concentration massique de 500 grammes par litre. Alors dans ce cas-là, quelle serait la masse de soluté, la masse de poudre que l'on doit mettre dans notre fiole? Et donc si je prends la formule de la concentration massique et que je fais passer le volume de l'autre côté pour isoler la masse, je constate que pour trouver la masse à prélever, je dois multiplier la concentration massique par le volume. Et donc si je multiplie 500 g par litre par 0,2, j'obtiens une masse de 100 g à prélever. Nous pouvons réaliser l'expérience, donc avec les 100 g de poudre prélevée et la fiole jaugée de 200 ml, nous allons préparer une solution de concentration massique 500 g par litre. Donc suite à cette expérience, si j'observe que mes particules de poudre se sont totalement dissoutes et qu'elles sont devenues invisibles à l'œil nu, c'est que ma poudre était en réalité du sucre. Et cela parce que la concentration massique de ma solution, elle est inférieure à la concentration massique maximale du sucre. En revanche, si à la fin de l'expérience, on obtient un dépôt de poudre au fond de la fiole, cela signifie que la poudre n'arrive plus à se dissoudre. Et la poudre, dans ce cas-là, c'était du sel, étant donné que la concentration massique de notre solution, elle est supérieure à la concentration massique maximale du sel. Donc pour cette première partie du cours, il est surtout important de retenir la formule de la concentration massique et de savoir l'appliquer. Mais souvenez-vous également que chaque soluté a une concentration maximale qui lui est propre et au-delà de laquelle le soluté n'arrive plus à se dissoudre. Au cours de ce chapitre sur la concentration massique des solutions aqueuses, vous allez être amené à faire deux types de manipulations. Nous allons détailler un petit peu mieux le protocole de la dissolution déjà, que nous venons de voir. Donc avant de commencer l'expérience, il est impératif de connaître la concentration massique de la solution que vous allez préparer. Cela va vous permettre de savoir quelle est la masse de soluté que vous allez peser et que vous allez devoir dissoudre. Une fois que vous avez la quantité souhaitée de soluté, vous allez l'introduire dans une fiole jaugée d'un volume précis. Donc c'est le volume qui va vous permettre d'obtenir la concentration massique souhaitée. On utilise donc pour les dissolutions des fioles jaugées, puisqu'on a juste à les remplir jusqu'au trait de jauge pour avoir le volume souhaité de notre solution. En général, vous allez remplir votre fiole seulement jusqu'aux 3/4 et non pas jusqu'au trait de jauge, puisque vous allez voir que lorsque votre soluté va commencer à se dissoudre, vous allez avoir des petites variations de volume et on souhaite avoir un résultat final très précis. Donc on commence par remplir jusqu'aux 3/4 seulement. Ensuite, on bouche la fiole jaugée et on l'agite pour accélérer la dissolution du soluté. Et enfin, vous allez compléter votre solution en remplissant votre fiole jusqu'au trait de jauge, donc ce qui vous permettra d'avoir exactement le volume souhaité. Et vous pouvez agiter une dernière fois votre solution pour qu'elle soit bien homogène et que les particules invisibles de soluté soient présentes sur toute la hauteur de votre fiole. Donc il y a un deuxième type de manipulation que vous allez être amené à faire au cours de ce chapitre, c'est la dilution. Donc pour la dilution, c'est différent, on ne va pas dissoudre un soluté pour préparer notre solution, on va simplement faire une nouvelle solution d'une concentration massique différente à partir d'une solution qui existe déjà.
La solution déjà existante, elle s'appellera la solution mère. Donc souvent le professeur il aura un gros flacon qu'il ne va pas vous donner, il vous donnera seulement un petit bécher rempli de solution mère et vous allez devoir en prélever une certaine quantité avec une pipette jaugée. Donc ça va vous permettre de prélever exactement le volume que vous souhaitez. Si vous voulez prélever 10 ml de la solution mère, vous utilisez une pipette jaugée de 10 ml. Si vous souhaitez prélever 20 ml de la solution mère, vous utiliserez une pipette jaugée de 20 ml. Puis vous viendrez placer votre prélèvement dans une fiole jaugée où vous allez faire votre nouvelle solution. Ensuite, vous ajoutez du solvant pour diluer la solution mère et obtenir une nouvelle solution que vous appellerez votre solution fille. Donc votre solution fille, par conséquent, elle est moins concentrée que la solution mère. De la même manière que pour la dissolution, vous ne remplissez pas directement la fiole jusqu'au trait de jauge, mais plutôt aux 3/4 pour agiter une première fois et homogénéiser votre solution fille. Ensuite, vous rajoutez finalement la dernière partie de solvant jusqu'au trait de jauge qui indique le volume que vous souhaitez pour votre solution fille. Et vous agitez une dernière fois pour homogénéiser la solution finale. Donc, concernant la dilution, vous n'avez plus de masse à peser cette fois-ci, mais vous avez certaines grandeurs qui vont vous intéresser pour bien obtenir la bonne solution finale. Cette solution finale que vous appelez la solution fille, elle a une certaine concentration massique. On l'appellera concentration massique phi, C indice petit f, pour aller au plus simple. Elle est donc obtenue à partir d'une solution initiale, appelée solution mère, et cette solution mère, elle a une certaine concentration massique également, qui est plus forte, qu'on appelle concentration mère, C indice petit m. Donc généralement, ces deux valeurs de concentration massique, elles vous sont données dans l'énoncé. On vous demandera par exemple de préparer une solution phi de concentration CF égale à 50 g par litre à partir d'une solution mère de concentration Cm égale à 300 g par litre. Et on vous donnera également le volume de la solution phi que vous allez préparer. On vous donnera une fiole jaugée adaptée à un certain volume de solution phi souhaité. Et donc la plupart du temps, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de calculer le volume de solution mère à prélever, qu'on appellera V indice petit m, en utilisant la bonne pipette jaugée pour réaliser votre dilution. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur les dilutions? Déjà que la solution initiale, elle est appelée la solution mère, tandis que la nouvelle solution obtenue par dilution, elle s'appelle la solution fille. Ensuite, il faut savoir que les concentrations massiques des solutions mère et phi, elles sont reliées au volume de la solution mère à prélever, Vm, et au volume de la solution phi obtenue, Vf, par la relation suivante. Cm fois Vm égale Cf fois Vf. Donc attention aux unités ici, si vos concentrations sont en grammes par litre, vos volumes ils devront bien être donnés en litres. Vous avez donc une équation cette fois-ci avec 4 grandeurs. On vous en donnera toujours 3 et ce sera à vous de déterminer la quatrième, que ce soit au cours d'un exercice ou durant une séance de travaux pratiques. Et la majorité du temps, il vous faudra déterminer le volume de concentration mère à prélever, comme nous avons vu au cours du protocole. Voyons tout de suite un petit exemple. Ici, on vous demande de faire une solution à partir d'une solution existante de concentration mère Cm est égale à 12 g par litre. On veut que la solution phi fabriquée soit de 200 ml, donc on vous donne une fiole jaugée de 200 ml, et on souhaite que cette solution phi de 200 ml, elle ait une concentration massique de 3 g par litre. On connaît donc 3 des 4 grandeurs de notre relation. Il nous est alors possible de déterminer la quatrième, qui est le volume de la solution mère à prélever pour réaliser la dilution. Et donc, puisque c'est le volume de solution mère que je cherche, Vm, je vais l'isoler. Je vais donc passer le Cm de l'autre côté. Et vu qu'il était en haut, il va se retrouver en bas, au dénominateur. Donc, ce qu'on vient de faire en mathématiques, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise pour passer une grandeur d'un côté ou de l'autre, c'est qu'on a divisé des deux côtés par Cm, ce qui n'affecte pas l'équation. Et ensuite, on a pu simplifier à gauche en retirant un Cm au numérateur et un Cm au dénominateur. Mais en classe de seconde, vous commencez à être déjà habitué, on n'est pas obligé de réécrire cette étape à chaque fois. On peut directement isoler Vm et passer à l'application numérique. Attention toutefois ici, nous avions une concentration massique en grammes par litre,
Donc les volumes ils doivent être donnés en litres. Et donc on convertit 200 ml en litres, ce qui nous fait 0,2. Et on trouve donc un résultat en litres. Il s'agit du volume de solution mère à prélever. Je vais donc devoir prélever un volume de 0,05 litres de ma solution mère, ce qui correspond à un volume de 50 ml. Une fois que vous avez fait vos calculs, vous pouvez commencer la manipulation. Donc vous allez utiliser les pipettes jaugées qui sont à votre disposition. Il est assez rare d'avoir des pipettes jaugées de 50 ml, mais dans ce cas-là, vous pouvez faire plusieurs prélèvements. Par exemple, vous prenez une pipette jaugée de 20 ml, vous faites 2 prélèvements, vous êtes déjà à 40, et vous faites un dernier prélèvement avec une pipette jaugée de 10 ml, histoire de prélever en tout 50 ml de solution mère. Donc pour la dilution, il est essentiel de retenir et de maîtriser cette formule pour pouvoir bien réussir les manipulations pratiques. Et une dernière chose à connaître, qui est finalement assez intuitive, c'est le facteur de dilution, que l'on peut noter petit k, et qui va nous indiquer de combien nous avons dilué notre solution mère. Ou plutôt, combien de fois la solution fille elle est moins concentrée que la solution mère. Ce facteur de dilution petit k il peut être calculé de deux manières, par exemple en divisant la concentration de la solution initiale, Cm, par la concentration de la solution diluée, Cf. Donc pour reprendre l'exemple de la solution précédente, il s'agissait de faire une solution fille de concentration massique 3 g par litre, à partir d'une solution mère de concentration massique 12 g par litre. Pour calculer le facteur de dilution, je divise 12 par 3 et je trouve 4. J'ai un facteur de dilution de 4. Ce qui veut bien dire que j'ai une solution phi qui est 4 fois moins concentrée que la solution mère. Et ce facteur de dilution, il peut aussi être obtenu en divisant le volume de la solution finale obtenue par le volume de la solution mère utilisée pour la fabrication de la solution. Si on reprend toujours notre exemple précédent, nous avions calculé qu'il fallait prélever 50 ml de la solution mère pour finalement faire une solution phi de 200 ml en ajoutant de l'eau distillée. Donc si on divise 200 par 50, on se retrouve avec notre facteur de dilution qui est égal à 4. Donc toujours étant donné que notre solution phi elle est 4 fois moins concentrée que la solution mère. Donc vous aurez deux manipulations à maîtriser en classe de travaux pratiques concernant ce chapitre. La préparation d'une dissolution, où il vous faut peser la masse de soluté à mettre dans votre fiole jaugée, et la dilution, où il vous faut calculer le volume de solution mère à prélever et à mettre dans votre fiole jaugée. Donc il faut connaître par cœur ces deux formules qui sont à appliquer avant de réaliser vos manipulations. Et une fois que vous êtes bien au point avec ces procédés d'élaboration de solutions et avec la notion de concentration massique, nous allons pouvoir passer à la troisième partie du cours. La troisième partie de ce cours concerne l'étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est ce qui va nous permettre de déterminer la concentration massique de solutions inconnues. Donc votre professeur, par exemple, il va préparer une solution qu'il appellera SX et il vous demandera de deviner quelle est la concentration massique, CX, de cette solution. Il vous dira que pour fabriquer cette solution, il a utilisé une solution mère de concentration massique 50 g par litre, par exemple, et qu'il a obtenu sa solution inconnue par dilution à partir de la solution mère. Et ce que vous allez faire, maintenant que vous connaissez bien le principe de la dilution, c'est créer plusieurs solutions filles à partir de cette solution mère. Vous pouvez par exemple faire une solution S1 de concentration 40 g par litre. Donc pour préparer cette solution S1 de 200 ml, vu que vous avez des fioles jaugées de 200 ml, vous allez prélever 160 ml de solution mère, puis remplir jusqu'au trait de jauge. Ensuite, vous allez créer une seconde solution, S2, de concentration massique 30 g par litre par exemple. Donc si ce sont bien des fioles jaugées de 200 ml que vous avez à disposition pour l'expérience, cette fois-ci, vous allez prélever 120 ml de solution mère, puis remplir jusqu'au trait de jauge pour obtenir votre solution S2 de concentration 30 g par litre. Puis vous allez continuer à créer des solutions par dilution en calculant bien le volume de solution mère à prélever pour obtenir par exemple une solution S3 de concentration massique 20 g par litre, une solution S4 de concentration massique 10 g par litre, etc. Donc ces solutions S1, S2, S3, S4 que vous allez créer à partir de la solution mère S0 s'appelleront les solutions étalons. On pourrait finalement placer un peu de chacune de nos solutions dans des tubes à essai pour les observer. Et on va, grâce à nos solutions étalons, pouvoir deviner la concentration massique de la solution inconnue SX. Donc ici, par exemple, nous avons des solutions colorées.
on peut déjà à peu près faire une estimation à l'œil nu. En effet, notre solution inconnue Sx, elle est un peu moins foncée que S2, donc elle est moins concentrée que S2. Par contre, elle est un petit peu plus foncée que S3, donc elle est plus concentrée que S3. Donc finalement, on peut déjà affirmer que la solution inconnue, elle a une concentration massique comprise entre 20 et 30 grammes par litre. Donc c'est déjà bien de pouvoir dire à peu près quelle est la concentration de la solution inconnue, mais on peut être encore plus précis. On peut en effet tracer une courbe d'étalonnage qui va nous permettre de savoir exactement quelle est la concentration massique de notre solution inconnue. Donc une courbe d'étalonnage, elle va relier deux grandeurs qui sont proportionnelles entre elles. Et qu'est-ce qui va être proportionnel à la concentration massique? Et bien la couleur par exemple. Vous avez vu que plus une solution est concentrée, plus elle va être foncée. Ici c'est notre solution mère S0 par exemple qui est la plus foncée puisque c'est la plus concentrée. Et notre solution la moins concentrée, S4, c'est la plus claire. Donc ici, nous connaissons toutes les valeurs de concentration massique de nos solutions, puisque ce sont des solutions étalons que nous avons nous-mêmes créées. Et concernant la couleur, nous allons pouvoir obtenir une valeur d'absorbance grâce à un spectrophotomètre. Donc nous reverrons en classe de première, comment fonctionne le spectrophotomètre en détail, puisque nous avons besoin d'avancer de quelques chapitres en physique pour bien comprendre. Mais chaque couleur va en fait absorber des radiations, et c'est cela qui va nous intéresser, puisque le spectrophotomètre il va nous donner une certaine valeur d'absorbance lorsqu'on va placer une solution à l'intérieur. Une solution foncée, comme la solution mère par exemple, elle va absorber beaucoup de radiations. Et on va donc obtenir une grande valeur d'absorbance. Pour cette solution S0 par exemple, on va obtenir 0,75. Donc sachez que les valeurs d'absorbance, elles sont comprises entre 0 et 1. Et cette valeur d'absorbance, elle va nous permettre de placer un premier point sur notre courbe d'étalonnage. Donc pour la solution mère, nous avons une concentration massique de 50 grammes par litre en abscisse et une absorbance de 0,75 en ordonnée. À présent, notre solution S1, qui est un peu plus claire, elle absorbera moins de radiation. Donc lorsqu'on va la placer dans le spectrophotomètre, on obtiendra une valeur d'absorbance de 0,60 par exemple. Donc on complète notre courbe d'étalonnage en plaçant un second point, 0,6 d'absorbance pour une concentration massique de 40 grammes par litre. Si on place notre solution S2 et que le spectrophotomètre nous donne une valeur de 0,45, alors on place notre troisième point sur la courbe avec 30 grammes par litre en abscisse et 0,45 d'absorbance en ordonnée. La solution 3, où nous avons mis davantage de solvant, nous donnera par exemple une absorbance de 0,3. Nous placerons également ce point sur la courbe, 0,3 pour 20 grammes par litre. Et enfin, notre dernière dilution, celle effectuée avec le plus gros facteur de dilution, et qui est la plus claire, S4, nous donnera une fois placée dans le spectrophotomètre une valeur plus faible de 0,15 par exemple. Bon, enfin, sachez qu'une solution incolore n'absorbe aucune radiation et ne donne aucune valeur d'absorbance lorsqu'on la place dans le spectrophotomètre. Donc vous avez finalement obtenu votre courbe d'étalonnage. Vous obtenez bien une ligne droite étant donné que vos deux grandeurs, l'absorbance et la concentration massique, sont proportionnelles. Et pourquoi est-ce que nous avons fait tout ça déjà? Eh bien, pour trouver la concentration massique d'une solution inconnue. Maintenant que nous avons élaboré notre courbe d'étalonnage, nous sommes capables de trouver la concentration de n'importe quelle solution de manière précise en utilisant notre courbe. Il nous suffit pour cela de placer la solution inconnue dans le spectrophotomètre. Celui-ci va nous donner une valeur d'absorbance, par exemple 0,5. Et nous allons donc regarder sur notre courbe d'étalonnage quelle est l'abscisse qui correspond à une absorbance de 0,5. Et si on a bien tracé notre courbe d'étalonnage avec précision, en utilisant par exemple du papier millimétré, on trouvera que cette solution inconnue a en réalité une concentration massique de 33,5 grammes par litre. Donc à travers cet exemple, nous avons vu que l'étalonnage nous a permis de trouver la concentration massique d'une solution inconnue. Pour cela, il aura fallu créer plusieurs solutions étalons à partir de la même solution mère. Ces solutions étalons, elles avaient toutes des concentrations différentes que nous connaissions, puisque c'est nous qui les avions créées. Enfin, grâce à la courbe d'étalonnage, nous avons pu déterminer avec précision la concentration massique de la solution inconnue. Donc pour notre courbe d'étalonnage, nous avons utilisé l'absorbance, qui est une grandeur proportionnelle à la concentration massique. Mais l'absorbance, elle ne va pas nous permettre de résoudre tous les problèmes. Si on vous demande de trouver quelle est la concentration massique de sucre d'une solution au sucre, par exemple, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir faire de mesure d'absorbance, puisque ce sont des solutions incolores.
Et quelle que soit la concentration massique de la solution, je me retrouverai avec une absorbance nulle. Nous avons vu que les solutions incolores, elles ont une absorbance qui est égale à 0. Pourtant, on va bien pouvoir avoir plusieurs solutions incolores au sucre de concentration massique différentes. Admettons qu'on a une solution mère de concentration massique en sucre 100 g par litre. On va pouvoir, comme tout à l'heure, réaliser plusieurs dilutions à partir de cette solution mère et obtenir des solutions phi de concentration différentes. Par exemple, 80 g par litre, 60 g par litre, 40 g par litre ou encore 20 g par litre. Et grâce à ces solutions étalons, je vais aussi pouvoir tracer une courbe d'étalonnage en utilisant cette fois une autre grandeur qui est proportionnelle à la concentration massique. En effet, toutes mes solutions, elles n'ont pas la même quantité de soluté. Et si je pèse 60 ml de la solution 1, je vais obtenir une masse différente que si je pèse 60 ml de la solution 2 par exemple. Donc si on commence par exemple avec la solution mère et qu'on trouve une masse de 96 g pour 60 ml de solution, on trouve en divisant la masse par le volume, attention ici c'est bien la masse de la solution, 96 g au numérateur, que l'on divise par le volume de la solution, 60 ml. Ça nous donne 1,6 g par millilitre pour la masse volumique. On peut donc commencer à faire une courbe d'étalonnage, cette fois-ci avec la masse volumique en fonction de la concentration massique. On peut aller placer notre premier point, puisque la solution de concentration massique 100 g par litre en abscisse nous a donné une masse volumique de 1,6 g par millilitre. À présent, si on pèse la deuxième solution, S1, et qu'on trouve une masse de 90 g pour 60 ml de solution, cela va nous donner une masse volumique de 1,5 g par millilitre. Je place donc le second point de ma courbe, 80 g par litre pour une concentration massique en abscisse et 1,5 g par millilitre pour la masse volumique en ordonnée. La solution S2 à présent, si elle a une concentration de 60 g par litre et qu'elle pèse 80 g, alors elle aura pour ordonnée 1,4 et pour abscisse 60. Si 60 ml de ma solution 3 pèse 78 g, alors S3 aura pour masse volumique 1,3. Je place mon point 1,3 en ordonnée qui correspond à l'abscisse 40 g par litre puisque S3 a une concentration massique de 40 g par litre. Et enfin S4 qui pèse 72 g pour 60 ml, elle aura pour abscisse 1,2 et pour ordonnée 20. Donc finalement, cette fois-ci, on a tracé une courbe d'étalonnage non pas en mesurant l'absorbance des solutions, mais en mesurant la masse des solutions pour calculer les masses volumiques. Toujours est-il qu'une fois de plus, grâce à cette courbe d'étalonnage, on va pouvoir déterminer avec précision la valeur de concentration massique d'une solution inconnue. Il suffit pour cela par exemple de peser 60 ml de la solution inconnue, et si la masse obtenue est de 87, je divise 87 par 60 pour trouver la masse volumique de la solution inconnue, qui est de 1,45 g par millilitre. Je vais alors regarder sur ma courbe d'étalonnage quelle est la concentration massique qui correspond à cette valeur. Et je trouve que ma solution inconnue, elle avait une concentration massique finalement de 70 g par litre. Donc nous avons vu comment faire des courbes d'étalonnage à partir de plusieurs solutions étalons de concentration massique différentes. Pour les solutions colorées, on peut mesurer l'absorbance des solutions étalons. Et pour les solutions incolores, on peut mesurer la masse volumique des solutions étalons. Et enfin, ces courbes d'étalonnage, elles nous permettent de deviner finalement la concentration massique d'une solution inconnue. Voilà qui conclut notre deuxième chapitre de chimie niveau seconde. Vous pouvez télécharger le résumé, la fiche résumée du cours dans la description de la vidéo ainsi que le QCM pour voir si vous avez bien retenu. Mais je vous laisse surtout vous entraîner avec des exercices. Vous devez à présent maîtriser les deux formules que nous avons vues au cours de ce cours et être à l'aise avec les techniques de dissolution et de dilution. Ou encore même savoir pourquoi et comment on fait des courbes d'étalonnage.